Frédéric Mitterrand, bonjour. Bonjour Enguerrand. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro, ministre de la Culture et de la Communication. Vous venez d'ouvrir la 2e édition du Forum d'Avignon, qui sont des rencontres internationales de la culture, des médias et de l'économie. Et lors de cette séance inaugurale, vous avez proposé d'affecter une somme assez considérable, 750 millions d'euros, à la numérisation du patrimoine. Cette somme provenant du fameux grand emprunt qui vient d'être présenté par Michel Rocard. Je s'arrête tout de suite, il faut que je les obtienne. L'affectation du grand emprunt sera décidée par le président de la République. En revanche, j'ai toujours dit que l'un des grands enjeux de l'action du ministère de la Culture et de la Communication, c'est effectivement de faire franchir à notre patrimoine l'étape de la numérisation. Alors on sait que le problème est bien plus complexe qu'il n'apparaît et qu'il ne se limite pas du tout à un affrontement, et déjà je n'aime pas le terme affrontement, entre la société Google et les processus européens éventuels de numérisation, mais qu'il pose tout un ensemble de questions concernant la rémunération des auteurs, l'indexation, le déplacement en quelque sorte dans cet immense musée qui va accroître dans des proportions considérables notre liberté vers la connaissance, mais qui va aussi susciter des inquiétudes et des angoisses parce qu'on risque d'être un peu perdu. Est-ce que vous êtes favorable à des partenariats publics-privés? Je suis toujours favorable. Une partie de la somme du grand emprunt venant comme effet de levier, et on ouvrirait les appels à projets, par exemple sur la numérisation de la BNF, à des partenaires. Oui, je suis tout à fait favorable à des opérations publiques-privées dans tous les domaines, et notamment dans ce domaine-là. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'État reste le maître du jeu, reste le maître de la régulation générale. Ce n'est pas la loi du marché qui doit dicter le fonctionnement de tout le système, mais c'est l'État, notamment dans le domaine de la culture, où la liberté, la protection des auteurs et la protection des créateurs sont évidemment des atouts essentiels. Et l'État doit être leur protecteur, comme il l'a d'ailleurs été à beaucoup d'autres périodes de l'histoire. Vous insistez beaucoup sur la nécessité de réguler. C'est un rôle de l'État. Alors, réguler, c'est une chose qui est très compliquée parce que réguler doit aussi, évidemment, intégrer le principe de liberté. Si on doit réguler en contraignant, ça devient très vite perçu, et ça l'est d'ailleurs, comme attentatoire à la liberté. Donc il faut réguler, mais réguler avec toutes les concertations nécessaires, avec le contrôle parlementaire, avec en amont toutes les réflexions indispensables. Et c'est pourquoi j'ai créé un comité de travail présidé par Marc Tessier, qui va en quelque sorte faire la liste de toutes les questions qui se posent et de toutes les obligations auxquelles on doit répondre pour parvenir à une bonne régulation de la numérisation Marc de notre Tessier patrimoine. Rendra ses conclusions vers le 15 décembre. Le 15 décembre. Le 15 Donc décembre. à partir on est obligé de de les faire travailler très vite, parce que nous sommes à la fois dans une période où la numérisation devient une demande très forte de la part des institutions. Et en même temps, il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc nous avons demandé à Marc Tessier d'essayer de travailler vite, mais à partir du moment où il y aura son rapport, il y aura encore la nécessité d'un délai de réflexion. Et puis j'espère que, en cas d'arbitrage favorable du chef de l'État, nous pourrons effectivement obtenir cette part du grand emprunt qui me semble indispensable pour mener à bien la numérisation. La numérisation du patrimoine au sens large. Oui, parce qu'il n'y a pas que les, voilà, il y a pas que les livres de l'art. Il y a les films, il y a d'autres acteurs qui sont engagés, comme l'INA, comme le CNC. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors l'INA a commencé, le CNC va commencer bientôt, le Louvre et le musée d'Orsay ont déjà réalisé une numérisation considérable, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a même l'état civil qu'on pourrait numériser
qui est appelé à l'être. Donc, si vous faites la liste de toutes les institutions qui souhaiteront voir leurs fonds numérisés, vous vous apercevez que c'est un patrimoine absolument considérable. Et alors, avec la numérisation, est-ce que ça va être un effet de levier pour la croissance, puisque c'est le thème du Forum d'Avignon aujourd'hui, culture, effet de levier pour la sortie de crise? Écoutez, toute amélioration de la connaissance, tout déploiement du désir de connaître, tout déploiement aussi ou tout affinement de la perception artistique des choses sont des leviers pour la croissance. Alors, il y a des leviers immédiats. On peut reprendre l'exemple qui sort du domaine de la numérisation, mais qui est tout à fait inscrit dans le domaine de la culture, du musée de Bilbao, qui s'est inscrit dans un paysage dévasté, où il n'y avait plus du tout de croissance économique et qui a complètement changé toute la donne dans la région. Qui a changé l'image et qui a changé le tissu économique de Bilbao aussi. Bon, on peut prendre l'exemple d'une ville comme Grenoble en France aussi, où les équipements culturels sont extrêmement importants et extrêmement adaptés et qui participent d'une manière très très importante à la vie économique de la ville, à sa jeunesse, à son dynamisme. On ne peut pas quantifier la création, mais la création participe. La création participe de manière extraordinaire. La participation de la culture à la vie économique sous les formes les plus mystérieuses encore aujourd'hui, les moins identifiées, demeure absolument considérable. C'est pourquoi il faut en même temps aborder le monde des artistes, d'abord totalement sans cynisme. Il ne faut pas penser qu'ils sont là pour nous faire gagner de l'argent, c'est pas ça. Hein. Mais il faut en même temps les aborder avec le plus grand esprit de tolérance et de curiosité, parce qu'ils participent à un mieux-être de la société. Et ce mieux-être dans la société est la clé d'un mieux vivre ensemble qui favorise l'économie. Alors, vous-même, vous êtes à l'aise dans le monde de la culture, dans le monde des médias, que vous connaissez très bien. Quelle relation entretenez-vous avec le monde de l'économie ? Et en tant que ministre de la Culture et de la Communication, alors je crois qu'en revanche, j'ai une relation... D'abord, j'ai une relation personnelle qui est très forte avec les deux ministres qui sont principalement en charge de l'économie, à la fois Éric Woerth et Christine Lagarde. Mais au-delà de la relation personnelle très forte, j'ai, je crois, une perception assez claire des enjeux auxquels ils sont confrontés, surtout dans le contexte de la sortie de crise que nous sommes en train de connaître et qui est indéniable, et qu'ils ont à la fois favorisé, accéléré et qu'ils accompagnent d'une manière très très puissante. Je suis conscient des enjeux qu'ils ont à affronter, et je pense qu'ils sont très conscients de ce que, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, je suis éventuellement capable d'apporter à la richesse nationale. Et quand ils doivent faire un arbitrage budgétaire, est-ce que la culture est dans leurs priorités ? Est-ce que la culture est dans leurs priorités ? Je pense que tout est dans leurs priorités et qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas la moindre ambiguïté désormais sur la manière d'évaluer la culture à la fois comme la source d'un épanouissement personnel pour chacun des citoyens et comme une source d'épanouissement social collectif. Épanouissement social collectif qui est une clé essentielle pour la bonne économie. Frédéric Mitterrand, je vous remercie et nous nous retrouvons pour un prochain Buzz. À bientôt, Enguerrand. Merci. Au revoir. Au revoir.